L'objection de Davidson à ces trois principes et à leur utilisation en vue de la construction d'une théorie systématique de la signification, donc le genre de théorie envisagée par De Maistre, est exprimée de la manière suivante. C'est la citation un peu longue, mais qui donne assez bien, je pense, l'esprit dans lequel Davidson argumente ici. Le problème avec lequel nous nous sommes battus, c'est-à-dire le problème de rendre compte du succès de l'interaction linguistique, repose sur la supposition que la communication à l'aide de la parole requiert que le locuteur et l'interprétant aient appris, ou acquis d'une manière ou d'une autre, une méthode commune d'interprétation, ou qu'ils aient acquis une théorie commune de l'interprétation. Autrement dit, qu'ils soient capables de fonctionner sur la base de conventions, de règles ou de régularités partagées. Le problème s'est posé à partir du moment où il est devenu clair qu'aucune méthode ou théorie ne pouvait remplir ce rôle. La solution au problème est claire. Dans la communication linguistique, il n'y a rien qui corresponde à une compétence linguistique telle qu'on l'a décrit le plus souvent. Autrement dit, comme une compétence résumée par les principes 1, 3. La solution est de les abandonner. Le principe 1 est de survivre lorsqu'on les comprend d'une manière plutôt inhabituelle, mais le principe 3 ne tient pas. Donc le principe suivant lequel les significations sont gouvernées par des régularités qui ont été apprises, et je ne vois pas ce qui pourrait le remplacer. On ne voit pas ce qui pourrait le remplacer. Je conclus qu'il n'y a pas de langage, ou en tous les cas, pas si un langage doit être ce que beaucoup de philosophes et de linguistes ont supposé. Oui, enfin, en fait, Davidson va plus loin que ça. Il n'y a même pas de langage au sens ordinaire, enfin, au sens où, dans la conception ordinaire, on dit que le français ou l'anglais est un langage. Enfin, on reviendra sur cette question. Il n'y a par conséquent rien qui doive être appris, maîtrisé, ou qu'il faudrait posséder à la naissance. Nous devons abandonner l'idée d'une structure clairement définie, qui soit partagée, et que les usagers d'un langage acquerraient et qu'ils appliqueraient ensuite à des cas particuliers, etc. Donc l'idée positive de Davidson est que le locuteur et son interprétant, donc les gens qui échangent des paroles, recourent en fait à deux genres de théories de l'interprétation pour réussir à communiquer, ce qu'il appelle une théorie antécédente et une théorie éphémère. La première est simplement la théorie relativement stable, avec laquelle celui qui écoute ou lit les propos d'autrui aborde ce qui est dit ou aborde ce qui est écrit. La deuxième est la théorie dont l'interprétant se sert pour rendre compte des élocutions déviantes, les impropriétés de langage qui intéressent Davidson dans le cadre de cet article, mais également les lapsus et les usages sémantiquement déviants, pas seulement pragmatiquement déviants, et qui évoluent au fur et à mesure que l'échange continue. Chez Davidson, comme chez Quine, dans la théorie de la traduction radicale, la pierre de touche conceptuelle de l'interprétation des propos d'autrui est la théorie de la vérité. Donc cette théorie, elle spécifie, enfin c'est plus clairement dit chez Davidson, mais il y a la même chose en cause chez Quine dans la théorie de la traduction radicale. Cette théorie spécifie les conditions de vérité des propos qui sont effectivement dits par un locuteur et les conditions auxquelles ils seraient vrais si ils étaient énoncés à un autre moment donné. Donc le prédicat de vérité est relativisé, indexé au locuteur et au moment du temps. Deuxièmement, et c'est un aspect extrêmement important, les propos ont les conditions de vérité qu'ils ont si et seulement si le locuteur qui les dit a l'intention qu'ils soient interprétés par ses interlocuteurs comme ayant ces conditions de vérité-là. Donc la limite assignée aux divergences envisageables entre les croyances des différents interlocuteurs est déterminée par ce qu'on appelle donc l'usage de ce qu'on appelle le principe de charité, qui impose deux choses, que quand nous interprétions autrui, quand j'écoute ce que vous me dites et quand vous écoutez ce que je vous dis, nous le faisons de manière que nos croyances apparaissent comme cohérentes et non contradictoires, et de manière qu'elles soient en accord avec les nôtres, avec les miennes ou avec les vôtres. Davidson récuse l'idée de langage commun comme structure sous-jacente plus stable, plus forte que les idiolectes particuliers utilisés par les locuteurs, pour la raison qu'il n'est pas nécessaire
littéralement, que deux locuteurs parlent le même langage pour se comprendre. Donc les interlocuteurs n'ont nullement besoin de recourir à quoi que ce soit qui ferait l'objet d'une théorie de la signification au sens de Demet. Ce genre de théorie qui mettrait à plat le contenu proprement sémantique des conceptions métaphysiques des locuteurs, et à propos desquelles il pourrait par exemple avoir une querelle du réalisme. Les locuteurs particuliers s'expriment dans des idiolectes particuliers à des moments particuliers. Et même la question de savoir si le langage et l'intersection de plusieurs idiolectes est ici, pour Davidson, tout à fait superflue. Donc, pris dans ces très grandes lignes, l'argument de Davidson est à proprement parler un argument de dispensabilité. L'appareillage de la théorie antécédente et de la théorie éphémère suffit pour rendre compte de la communication linguistique en général et en particulier rendre compte de l'usage déviant. Aucune de ces théories ne peut être correctement décrite comme une théorie du langage si on entend là quelque chose qui soit réglé par les principes 1, 3. Il y a deux contre-arguments qui ont été proposés par Demet à cette position. Un contre-argument qu'on pourrait appeler contre-argument de l'ignorance, et dans lequel Demet fait valoir qu'en réalité, à chaque étape, si on regarde bien ce qu'il en est dans la perspective de Davidson, à chaque étape de nos échanges verbaux, il y a une théorie antécédente et une théorie éphémère en cause, qui sont en fait toutes deux sujettes à révision constante. Que faire d'une situation, par exemple, où l'un des interlocuteurs juge que l'autre utilise une certaine expression d'une manière déviante ? On pourrait prendre le cas, par exemple, d'une expression qui marque la négation. Demet ne prend pas cet exemple, mais peu importe. Donc, quelqu'un utilise la négation d'une manière déviante par rapport à ce à quoi on s'attend normalement. Il y a deux possibilités. Celui qui a repéré l'usage comme déviant modifie cette théorie éphémère ou utilise une théorie éphémère de manière à rendre compte de la déviance, autrement dit de manière à la représenter adéquatement sans la juger, mais laisse intacte la théorie antécédente à l'aide de laquelle il attribue aux élocutions de l'interlocuteur une signification première, particulière. Il dit, tiens, c'est bizarre, tout d'un coup, personne fait un usage déviant de la négation. Il refuse en fait d'attribuer à son interlocuteur l'intention de continuer à utiliser l'expression non, par exemple, de cette manière déviante. L'attribution d'un usage non standard fait partie de la théorie éphémère qui permet à l'interprétant de comprendre une élocution particulière sans modifier du tout sa théorie d'arrière-plan. Le contre-argument de l'ignorance opposé par Demet à ce genre de proposition est qu'il est impossible de rendre compte de notre ignorance de ce que Davidson serait prêt, lui, à caractériser comme un idiolecte. Autrement dit, du fait que nous n'avons aucune théorie antécédente pour comprendre le locuteur, à moins de recourir, même si c'est y recourir comme une espèce de fiction utile, à la notion de langage. En réalité, ce que Davidson appelle par une sorte d'excès de langage la théorie éphémère, qui spécifie de quelle manière, par exemple, une élocution déviante particulière doit être comprise, n'a aucune structure. Elle consiste simplement en une série de propositions sans connexion, notamment sans connexion logique. Seule la théorie antécédente, ou comme Demet préfère l'appeler la théorie de longue durée, considère les phrases et les expressions comme des types. Elles ressemblent donc de près à une théorie de la signification au sens de Demet. Deuxième argument, peut-être plus important, qu'est-ce qu'une théorie de l'interprétation ici? C'est une théorie de ce qu'est la théorie de longue durée de l'interlocuteur. Ceci est une conséquence du fait que les propos interprétés ont les conditions de vérité qu'ils ont, si et seulement si le locuteur qui les dit a l'intention qu'ils soient interprétés par ses interlocuteurs comme ayant ces conditions de vérité-là. Autrement dit, la théorie antécédente ici est une théorie de second ordre, qui a pour objet une théorie, à savoir la théorie que j'attribue à autrui quand je l'interprète. Mais puisque cette théorie de l'interlocuteur est également une théorie de second ordre, nous embarquons dans une régression à l'infini. La stratégie de l'interprétation requiert que nous montions à chaque fois à l'ordre supérieur, à chaque fois que nous en avons besoin, notamment à chaque fois que nous venons minimiser ce qui ressemble à un désaccord ou un usage déviant. Demet objecte donc que
toutes les théories antécédentes ou de longue durée ne peuvent être toutes de second ordre. Je cite, « Puisqu'une théorie d'ordre supérieur est une théorie à propos de ce qu'est une autre théorie, dire qu'aucune théorie n'est du premier ordre revient à dire que toute théorie est d'ordre infini, mais il ne peut y avoir de théorie d'ordre infini. » Donc, réduction à l'absurde par deux mètres de cette possibilité. En fait, nous sommes dans le dilemme suivant. Si les expressions d'un langage ont une signification indépendamment des locuteurs, nous pouvons objecter à l'usager déviant, comme Alice à Humpty Dumpty dans Alice au Pays des Merveilles, qu'il ne peut vouloir dire ce qu'il dit en les utilisant, pour la simple raison que ces expressions ne signifient pas ce qu'il croit qu'elles signifient, mais tout à fait autre chose, qui se trouve fixé, indépendamment de l'usage qu'il en fait, de celui qu'en font ses interlocuteurs. Si au contraire, les expressions ont une signification qui dépend de manière constitutive de l'usage des locuteurs, n'importe lequel d'entre eux, comme Humpty Dumpty, peut dire ce qu'il veut avec les mots du langage. Évidemment, ces images sont extrêmement simplifiées et demandent à être affinées. Et De Maat voit particulièrement dans la théorie de Davidson un raffinement de la théorie du deuxième type. La théorie d'arrière-plan, la théorie de l'interprétation, impose une limite raisonnable aux déviances observées. Aucun locuteur ne peut dévier, sinon temporairement et par accident, parce que chaque locuteur sait que ses interlocuteurs savent qu'il l'interprète comme ne déviant pas. Il y a un problème ici qui est, me semble-t-il, commun à l'échange, en fait, commun à Davidson et De Maat. Le problème, en fait, n'est pas tant que toutes les théories soient d'ordre supérieur, en tant que théorie ayant pour objet les théories des autres participants au dialogue. Je vous parle, vous me répondez, j'ai une théorie, je vous attribue une théorie, vous m'en attribuez une. Le problème n'est pas tellement là, le problème est plutôt qu'aucun désaccord, sérieux et continu, ne peut être représenté dans la stratégie davidsonienne, ni à l'aide d'une théorie antécédente, stable, ni a fortiori à l'aide d'une théorie éphémère, que ces théories soient ou non d'ordre supérieur. La raison pour laquelle, selon la stratégie de l'interprétation qui est favorisée par Davidson, un locuteur ne peut vouloir dire non ou exprimer une négation qui serait déviante par rapport au calcul des propositions classiques, serait que dans ce cas, le locuteur saurait que son interlocuteur ne comprendrait pas qu'il veut dire cela. Mais même si Davidson abandonnait la stratégie consistant à se contenter des idiolectes, aucun locuteur ne pourrait reconnaître l'intention que pourrait avoir son interlocuteur d'être compris précisément comme utilisant la négation de manière déviante. Par exemple, comme n'étant pas soumise à la loi d'élimination de la double négation et au principe sémantique de stabilité selon lequel tout énoncé qui n'est pas faux est vrai. La réponse consistant à faire valoir qu'un locuteur refusera d'utiliser la négation autrement que selon les règles classiques parce qu'il sait par avance que son interlocuteur ne le comprendrait pas s'il l'utilisait autrement, par exemple de manière intuitionniste, ou le comprendrait comme déviant de manière passagère, repose sur une pétition de principe tout à fait inacceptable. Contrairement à ce qui est annoncé, l'interprète d'obédience davidsonienne, il me semble notamment dans la théorie du dernier Davidson, où Davidson incite sur cette distinction entre la théorie stable et la théorie éphémère, l'interprète applique ici non seulement ce qu'il est convenu d'appeler le principe de charité, mais un principe considérablement plus fort de sympathie et même, je ne sais pas comment il faudrait dire, d'empathie, de compassion et de communion d'idées, fondée sur l'idée que nos interlocuteurs ne peuvent raisonner avec autre chose que les outils de la logique classique du premier ordre. Donc la situation est en réalité, quant à la perspective d'une théorie de la signification qui serait générale et qui permettrait d'aborder un certain nombre de problèmes philosophiques standards, la situation est donc en réalité pire ici que ce que révèle l'analyse de De Maat. Car le fait que toutes les théories soient d'ordre supérieur implique non seulement la régression à l'infini, mais l'impossibilité à chaque étape stable de la régression d'une critique de la pratique, et même d'une prise en compte d'une déviance réelle et sérieuse dans l'usage, notamment dans l'usage des constantes logiques. Donc une critique conjointe adressée à la fois à Davidson et à De Maat devrait faire valoir ceci. Du côté de Davidson, nous n'avons aucune raison de sortir du cadre particulier de la logique classique du premier ordre. Dans le cas de la théorie de longue durée, parce que la théorie de la vérité
est déjà sous-tendu par la logique classique. Dans le cas de la théorie éphémère, parce que l'interprétant jugera simplement que la déviance est passagère et que, au bout d'un moment, le locuteur se remettra dans le droit chemin. Donc, en un sens, aussi fort que l'argument de dispensabilité proposé par Davidson récuse l'idée même que les lois logiques puissent être justifiées ou critiquées. Le fait qu'il n'y ait en toute rigueur que des idiolectes, en fait, ne change pas grand-chose à la question qui nous intéresse ici. Peut-il y avoir une théorie de la signification qui soit assez générale et assez uniforme pour que nous puissions espérer donner un traitement systématique aux questions métaphysiques traditionnelles? Autant Davidson nie la nécessité de la systématicité pour la philosophie du langage, en un sens vraiment fort, autant de mettre la constat comme une condition nécessaire de la résolution d'un débat dans lequel, selon Davidson, sa théorie de l'interprétation n'est pas engagée. Davidson prétend rester tout à fait neutre sur cette querelle du réalisme et trouver que les conceptions épistémiques qui tendent à vouloir que le prédicat de vérité soit contraint par un concept épistémique, aussi bien ces conceptions-là que la conception réaliste, sont en dernière instance inintelligibles. C'est assez curieux, puisque par ailleurs, Davidson tombe d'accord sur l'idée qu'une connaissance supposée de ce qui transcende la vérifiabilité au moins en principe est illusoire, mais sans tirer les conséquences, me semble-t-il, en ce qui concerne sa théorie de l'interprétation. La théorie de l'interprétation peut tout à fait exiger que nous attribuions au locuteur que nous voulons interpréter des croyances qu'on pourrait très aisément qualifier de réalistes, notamment sur la possibilité d'une réalité qui soit transcendante par rapport à certaines de nos capacités cognitives. En fait, il y a une question simplement au point de vue non pas au point de vue sémantique, mais en tout cas au point de vue de la théorie de la formation des concepts, il y a une question de type kantien qui est abordée. Si la réalité dont nous parlons, à propos de laquelle nous faisons des théories, à propos de laquelle nous voulons défendre un certain nombre de pensées, dont nous cherchons à assesser qu'elles sont vraies, si elle était constituée indépendamment de son accessibilité à nos capacités cognitives, comment pourrions-nous la connaître? Et deuxièmement, comment pourrions-nous même avoir une conception fiable de sa possibilité? Et là, Demet répond très, très nettement par la négative. Bon, j'ai très peu de temps. Je voulais peut-être dire un mot sur Williams, est-ce que j'ai le temps, ou extrêmement rapide. Oui, bien sûr. C'est important d'en dire un mot. Oui, c'est donc j'avais parlé au début de cette idée d'une mise à distance de l'idée qu'on puisse traiter les questions philosophiques de manière systématique. Williams est quelqu'un qui a insisté sur l'idée qu'il y a quelque chose de tout à fait suspect, qu'il l'a fait à l'occasion de très nombreuses publications, sur l'idée notamment qu'on puisse rendre compte de la rationalité dans le domaine de l'éthique en élaborant une théorie éthique. Notamment au sens de Sidwick, pour qui la théorie éthique doit prendre le point de vue de l'univers, procédé subspecie éternitatis, mais pas seulement. L'idée qu'il faudrait chercher une rigueur parfaite, une complétude impeccable dans le domaine de l'éthique, est rejetée par Williams de manière très radicale et très explicite. Williams propose plutôt une analyse comparée des convictions morales, et on a là à première vue quelque chose qui ressemble à l'explication philosophique au sens gnosique, au rejet d'une théorie uniforme des jugements éthiques, au sens où, d'une part, il devient superflu de chercher des arguments contraignants dans ce domaine, qui nous obligeraient à prendre une certaine position dans le domaine de l'éthique, et où, d'autre part, il n'y a pas de théorie éthique qui pourrait, en quelque sens que ce soit, faire l'objet de notre connaissance. En tout cas, l'idée d'une application au cas particulier de l'éthique des jugements normatifs, de la question de savoir si ces énoncés pourraient être vrais sans que nous soyons capables de le découvrir, mais question qui serait posée dans le cadre d'une formulation à la Demet, n'est certainement pas conforme à la manière dont Williams conçoit
les questions éthiques ou les questions métaéthiques. L'impression est néanmoins en partie superficielle dans les deux cas, hein, même s'il y a une différence, et William évidemment insiste sur ce point, entre par exemple les théories de la nature et les théories éthiques, parce que les secondes contiennent un élément inéliminable de la perspective, alors que les premières sont impersonnelles. Williams insiste quand même, Wiggins est quelqu'un qui a insisté là-dessus aussi, sur le fait que le souci de la vérité reste essentiel comme principe directeur dans les deux cas. Donc bien que les théories de la nature soient impersonnelles, au sens où il est tout à fait indifférent que quiconque les défende, alors qu'on pourra toujours soupçonner le défenseur de tels principes éthiques de militer en faveur d'une tradition au détriment d'une autre, les deux choses ne sont pas évidemment sur le même niveau. En proposant en fait le genre d'analyse comparée des convictions éthiques, William propose en un sens qu'on procède systématiquement. Notamment, le but explicite de la discussion est de donner un contenu au désaccord en matière d'éthique. Williams n'est pas du tout un émotiviste ou un relativiste en ce sens. Dans cette perspective, on insistera sur l'idée que nous cherchons à déterminer ce contenu ou ce sens, plutôt, c'est accordé, que la vérité sur tel ou tel point de vue, mais il est difficile d'expliciter de quelle manière nous pourrons révéler ce qu'est un tel contenu du désaccord réel, sans du tout employer le concept de vérité ou d'approximation de la vérité, et du coup sans soulever une question de réalisme au sens de maître. En fait, le degré de difficulté ici est proportionnel à la manière dont nous concevons les termes de l'échange. Plus on s'éloigne en fait d'une conception cognitiviste du débat éthique, plus la notion de contenu du désaccord devient floue. Donc il y a une sorte de gradation ou de continuum qui va d'une discussion qui serait tout à fait déréglée à la Rorty ou à la Feyerabend, à une conception non coercitive ou explicative à la Nozick, peut-être à la Williams. Et une dernière étape serait, plus interne, disons quand même à la tradition analytique, serait la stratégie de l'interprétation de Davidson, ou pour appeler, qui consiste à minimiser les désaccords. Enfin, le domaine de l'éthique n'est pas un domaine que Davidson prend en compte, il le prend à l'occasion, mais c'est évidemment pas ce qu'il vise. Enfin, pour finir très rapidement, donc ce que je voulais faire, c'était défendre l'idée que du point de vue analytique standard, on peut discuter de savoir ce que c'est que la philosophie analytique, mais enfin, il y a un moyen de le faire, c'est de considérer que la philosophie du langage est vraiment la partie fondamentale de l'entreprise philosophique. C'est assez, disons, traditionnel. Si la philosophie doit être systématique, je pense qu'un philosophe analytique en ce sens répond, si je veux dire, nécessairement oui. Et le problème alors est de trouver un argument soit nous permettant de conclure que la vérité peut aller au-delà de la reconnaissance en principe ou effective, soit de montrer le contraire. Si l'argument dépend d'une théorie de la signification prise au sens d'une théorie de la saisie du sens, alors cette théorie ne peut être que systématique. S'il s'avère qu'un argument construit à l'intérieur de cette théorie nous oblige au contraire à conclure que le concept de vérité doit être contraint par un concept épistémique, elle doit tout autant être systématique. Naturellement, hormis la dissolution complète de la querelle, à laquelle nous pourrions prétendre si nous réussissons à montrer qu'elle est totalement indécidable, sous-déterminée, ou que les deux points de vue sont totalement incommensurables, deux cas de figure peuvent se présenter, celui de la réussite, celui de l'échec, soit dans le sens d'une défense du réalisme, soit dans le sens contraire. Et une question importante est de savoir à quoi nous devons imputer le fait que la querelle reste ouverte. Dans le genre de perspective philosophique qui est adopté ici, il est clair qu'on doit s'en prendre à soi-même, et pas à quelques défauts inhérents à l'entreprise philosophique qui voudrait être indûment systématique. Qu'est-ce qui nous manque pour résoudre la question ? Un argument. Nous ne sommes pas dans le cas de l'histoire ou de la paléontologie, où certains faits ou certaines données restent inconnus. Il n'y a a priori rien que nous ignorons quant au fonctionnement du langage qui pourrait rendre compte du fait que la querelle, qui oppose par exemple de Matt et Davidson, reste ouverte. Nous pourrions dire qu'ici, la philosophie doit être systématique, qu'elle est nécessaire qu'elle le soit, mais en un sens épistémique de doit et de nécessaire.
pour autant que nous sachions ou que nous envisageons ces problèmes avec notre bagage cognitif, nous devons envisager, me semble-t-il, plutôt des arguments coercitifs. Autrement dit, nous ne sommes nullement dans le cas d'un inconnu, si j'ose dire, où nous ignorons tout de notre propre ignorance. Nous pouvons parfaitement identifier l'objet de cette ignorance, à savoir, nous ignorons éventuellement quel est l'argument qui peut faire pencher en faveur du réalisme, ou quel est l'argument qui ferait pencher en faveur de l'antiréalisme. En tout cas, la querelle reste ouverte. Et on peut parfaitement l'identifier, conformément à un principe qu'on appelle en logique épistémique un principe d'introspection négative. Si on ne sait pas que P, on sait qu'on ne le sait pas. Il ne s'agit pas d'un inconnu totalement inconnu, par rapport auquel nous sommes tout à fait dans le flou, du fait qu'on ne sait pas comment donner la solution, à dire, mais on ne sait pas même quel est l'objet de notre ignorance, et donc on est tout à fait en droit de nous demander quelle est la nature de la connaissance qu'il nous faudrait acquérir pour pouvoir résoudre ce problème. Bon, je m'arrête. Merci. Je vous remercie pour cet exposé. Il est tellement riche qu'une multitude d'observations qu'on pourrait être tenté de faire, ou de questions qu'on pourrait avoir envie de vous poser. Je vais me borner à deux ou trois remarques. Vous avez traité essentiellement la question que vous aviez annoncée, c'est-à-dire la philosophie analytique doit-elle être systématique, mais à la fin, vous avez évoqué implicitement une question qui plus fondamentale, qui pourrait être: est-ce que la philosophie doit être analytique? Alors, si elle doit être analytique, vous avez tendance à répondre qu'alors elle doit être systématique. Oui. Si je vous ai bien compris. Enfin, c'est pas la seule manière d'être systématique. Voilà, alors c'est la question qui se pose. Et est-ce que, à supposer qu'on donne cette réponse-là, c'est-à-dire qu'on pense que la philosophie doit être systématique, en tout cas la philosophie analytique, est-ce que la seule façon pour elle d'être systématique est d'accepter l'idée qu'il y a une partie fondamentale de la philosophie, et que cette partie doit être la philosophie du langage? Non, je ne pense pas. Il me semble que dans les deux cas, on peut avoir des scrupules et des hésitations. Il ne va pas de soi que pour être analytique, la philosophie doit à tout prix comporter une partie fondamentale, me semble-t-il. Ça dépend en tout cas de ce qu'on appelle systématicité. Oui, bien sûr. Non, là j'ai pris l'exemple... Il ne va pas de soi non plus, évidemment, que le choix de cette partie fondamentale tout à fait. Sur la philosophie du langage, mais pour Dammet, c'est ça qui caractérise l'option analytique. Oui. L'option analytique est celle qui choisit la philosophie du langage comme... Oui, tout à fait. Non, je ne pense pas que ça soit la seule. Il y a une difficulté, en fait, je pense, quand on utilise cette expression de philosophie analytique, c'est simplement dire, c'est quoi? Si on essaye de la définir en tant que sont des philosophes analytiques ceux qui utilisent telle et telle méthode, par exemple. C'est très difficile. Il y a des choses tout à fait différentes. Il y a des gens qui, pendant longtemps, les philosophes analytiques qui s'occupaient des questions éthiques, pensaient que résoudre les questions éthiques ou aborder les questions éthiques, c'était faire une critique du langage de l'éthique. Je pense que c'est quelque chose que des gens comme Williams, par exemple, ont tout à fait rejeté. Donc on peut pas dire qu'il y a une méthode qu'il faudrait utiliser en quelque sorte de manière un peu mécanique et qui fait qu'à chaque fois qu'on prend un problème, on mouline et on trouve un certain nombre de résultats. Et on ne peut pas non plus identifier ça, je pense, de manière... c'est peut-être encore pire d'essayer de dire qu'un philosophe est analytique seulement au cas où il est prêt à défendre un certain nombre de thèses, par exemple. Lesquelles? Il n'y a aucune... Très certainement, si vous êtes un philosophe kantien ou un philosophe cartésien, on s'attend à ce que vous défendiez un certain nombre de thèses avec un certain nombre d'arguments qui ne sont peut-être pas exactement les arguments de Descartes et les arguments de Kant, mais en tout cas, vous êtes, si vous êtes cartésien, vous êtes prêt à défendre le dualisme. Peut-être d'autres arguments que l'argument de Descartes, mais en tout cas,
vous pouvez définir votre position, si j'ose dire, par le contenu. Vous devez considérer la possibilité que je sais pas, Dieu aurait pu vouloir que 2 plus 2 fût égal à autre chose. Bon, vous devez considérer sérieusement la possibilité que si on était dans un cas d'omniscience, on pourrait considérer une arithmétique tout à fait déviante dans laquelle 2 plus 2 est égal à autre chose que 4, bon, etc. Mais si vous êtes un philosophe analytique, c'est extrêmement difficile de dire vous devez croire telle ou telle thèse philosophique ou adopter telle ou telle position philosophique. Donc la solution, peut-être une solution de facilité, enfin la solution traditionnelle, évidemment, c'est de dire que dès le départ, en fait, la philosophie qu'on baptise à tort ou à raison d'analytique, c'est Russell, je crois qu'il y avait... Oui, en 1911, je crois. 1911.